Qui durera tout le long de la course du Vendée Globe. Je regarde l'heure, non pas parce que nous sommes en retard, je dis nous parce que nous sommes tous en retard, mais simplement parce que dans 11 jours exactement, à cette heure-ci, Quito sera déjà en mer. Il aura déjà descendu le chenal des Sables d'Olonne, Quito, et que lui sache qu'on est avec lui. Alors, bon, j'en vois certains qui commencent à sourire un peu. Bon, c'est une opération de communication. Communication peut-être, mais Quito, est-ce que c'est seulement une opération de communication ou est-ce que c'est autre chose et bien plus que ça? Oh, c'est bien plus que ça, parce que ça fait quelques années qu'on travaille sur ce petit dossier du Vendée Globe. Et évidemment, c'est une aventure d'abord, une aventure tout court, tout simplement, une aventure humaine assez incroyable entre des rencontres. D'abord avec un sponsor, je me souviens en 2005, on cherchait un sponsor pour continuer à faire de la course au large. Je voulais continuer à faire notamment la Solitaire du Figaro et puis pourquoi pas le Vendée Globe. Donc je cherchais un sponsor et Groupel, eux, ils cherchaient à mettre le doigt dans l'engrenage de la course au large, ils ne savaient pas trop, entre autres. Et ces rencontres, elles ont été formidables. Je pense notamment à ce qu'on a pu vivre il y a quelques années, en 2009, quand on est allé notamment en Syrie. Moi j'ai découvert ce pays-là, on est tombé sous le charme de ce pays-là, avec une population qui était jeune, qui était optimiste, tolérante, et puis... moi je crois que bon, au-delà de tout ça, bon, malgré les polémiques, bon, il y a eu des polémiques à un moment donné, bon, je pense que c'était un petit peu réducteur. Aujourd'hui, le bateau est ancré, accosté à Port-Camargue. Où est-ce que l'équipe de préparation de Quito, elle est à Port-Camargue. Où s'entraîne Quito et son équipe? Dans la baie d'Aigues Mortes. Donc, écoutez, pour une fois, on a un navigateur en Méditerranée, on ne va pas chercher à tout se l'approprier. Et si même tout le monde se l'approprie, eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Donc, pour nous, à ce niveau-là, nous sommes effectivement partenaires. Bon, avec Quito, on se connaît depuis longtemps. Bon, au travers d'autres manifestations qu'il a eu, d'autres courses qu'il a eu le loisir de faire avec les gros linges. Je pense en particulier aux pêcheurs, et puis après, bon, bien évidemment, le Figaro qu'il a gagné lui-même tout seul. Mais bon, à ce niveau-là, aucun problème. La ville de Grau-du-Roi est derrière Quito, son port de plaisance aussi. International, une image qui est très forte en matière d'aménagement portuaire. Le fait d'associer un sportif de haut niveau ne fait que renforcer cette image. C'est complètement évident et on est très fiers qu'il soit à Port-Camargue. On l'accompagne au quotidien avec les équipes techniques pour préparer le bateau, pour le sortir de l'eau, pour le rentrer, pour faire tous les travaux dessus. Donc toute l'équipe de la capitainerie est complètement accompagnée depuis ces années, toute l'équipe de Quito. On est très fiers et on espère que l'aventure va continuer avec un résultat qui sera formidable. Aujourd'hui, on travaille sur le même milieu, le milieu marin, et là-dessus, je pense qu'on partage des valeurs communes, des valeurs de respect déjà, des respects des mers, des océans, avec toute la faune qui existe, bien entendu, les écosystèmes, mais aussi les riverains des mers, notamment la mer Méditerranée, puis les mers et océans. Tous ces gens qui sont... Par exemple, tous les samedis, à telle heure, a priori, tu as rendez-vous avec des gens que tu peux côtoyer tout le reste du temps ici. Moi j'ai deux plaisirs en fait quand je fais ce genre de bêtises, de faire le tour du monde sur ces bateaux-là. C'est d'abord de le faire tout seul, et puis aussi de le faire et partager avec un maximum de personnes. Finalement j'ai appris ça avec le temps. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de réservé, plutôt timide, et j'ai appris à discuter, à partager avec des gens de plus en plus nombreux. Alors, je pense que la plage de Sicile m'y a aidé beaucoup. Et la course au large aussi, avec les contacts qu'on a avec le public, avec les journalistes, avec les médias, avec le sponsor, avec ces milliers de personnes qui ont posé leur empreinte de pouce sur le mât de Groupel. Et puis avec les enfants, c'est vrai que je passe pas mal de temps dans les écoles pour présenter finalement les images, les émotions. C'est vrai qu'avec les enfants ça se passe vraiment bien, on sent que
que leurs yeux brillent quand on leur parle de mer, de dauphins, de requins, de choses qui finalement qui ne connaissent pas bien. Et moi, ce qui m'intéresse avec ce projet-là qu'on partage avec le Grenier Roi et le Siquarium, c'est justement de pouvoir attirer l'attention des plus jeunes libres. Et donc CLS regarde de plus près toutes les images satellites pour vérifier s'il y a des icebergs ou il n'y en a pas. Donc on a fait 2-3 briefings là-dessus avec les organisateurs du Vendée Globe. Il se trouve que la situation a l'air assez calme, même s'il y a quand même des zones où il y a quelques risques de voir des icebergs ou des bouts d'iceberg dériver un peu plus vers le nord, et donc qui seraient finalement sur notre route théorique. Donc voilà, ces portes, elles sont là, il y en a une dizaine à peu près, et elles sont susceptibles d'être remontées vers le nord si jamais justement CLS remarquer des glaces un peu trop proches. Voilà. Bonjour. En fait, c'est assez curieux cette période parce que on a beaucoup travaillé avec l'équipe technique ici à Port-Camargue, ce matin, c'était un peu chaud. C'est vrai qu'on voit finalement pas grand monde, et puis depuis un mois, là, on fait plutôt un bain de foule avant de partir 3 mois en solitaire. Donc c'est assez curieux. Mais moi, personnellement, je me sens plutôt serein. Je crois que l'expérience que j'ai avec ce bateau-là, depuis finalement 5 ans, parce que le bateau a été mis à l'eau en 2007, et ma mémoire ne trahit pas. Puis il y a des passages à niveau qui sont assez nombreux sur la course, mais on ne les connaît pas encore. En fait, la SNCF les pose au dernier moment. Et donc on va regarder, il y a certains moments où il va falloir vraiment aller vite, appuyer, être à 100% des performances du bateau, tout simplement pour attraper un système ou pas se faire bloquer par exemple par un anticyclone. Et puis d'autres moments, on va essayer de gérer notamment le matériel, parce que c'est une course qui dure longtemps, 3 mois, donc il faut gérer sur la longueur. Et c'est vrai que pour faire une moyenne de plus de 14 nœuds, puisque c'était la vitesse moyenne de Michel Desjoyaux sur le dernier Vendée Globe, il va falloir aller vite quand même, hein, il va pas falloir traîner. Et puis je vous rappelle qu'on est 20 sur la ligne de départ, donc 18 concurrents plus une concurrente, et que ces 19 bonhommes et bonnes femmes vont tous essayer d'aller plus vite que Brouquel. Donc je peux les appeler à n'importe quel moment. On a la chance d'avoir effectivement des moyens de communication qui sont très importants. Mais peut-être plus sérieusement, c'est vrai que la journée du départ est une journée difficile. J'ai connu donc il y a 4 ans. Il ne me reste plus qu'à connaître la journée de l'arrivée. Mais c'est vrai que c'est une journée difficile. D'abord, il y a le départ du ponton. Le départ du ponton, finalement, il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on ne peut pas s'imaginer le monde qu'il peut y avoir et la popularité de ce départ du Vendée Globe. C'est quelque chose d'inouï. Et le port des Sables-d'Olonne est fait d'une telle manière qu'il y a finalement, quand on est dans le port, dans la marina, on ne voit pas le chenal. Il y a un angle à 90 degrés, et quand on tourne avec le bateau et qu'on prend ce virage à 90 degrés, là on se retrouve tel un taureau qui rentre dans l'arène. C'est incroyable. C'est des centaines de milliers de personnes qui crient, qui hurlent, qui vous applaudissent. Et ça, c'est un moment, dans la vie d'un marin, d'une personne lambda, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas le nombre de personnes. Je pense que ça se compte en centaines de milliers. Je pense que c'est 300 ou 400 000 personnes. Donc on imagine un stade de foot, quand il est plein, c'est plusieurs dizaines de milliers. Mais là, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Effectuer ce départ et sur quelles conditions? Avec les moyens techniques d'aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà des éléments? Non, on n'a pas encore tout à fait le scénario du départ. On devrait commencer à avoir des choses en fin de semaine. Je pense qu'à partir de jeudi, en fait, les modèles météo, on va dire, il y a des modèles qui donnent la météo à 15 jours, mais globalement, il ne faut pas trop les regarder parce que généralement, c'est pas assez beau. À partir de 10 jours, on commence à avoir un scénario qui va évidemment beaucoup évoluer au fil des jours. Globalement, à 10 jours, il y a beaucoup de choses possibles, mais quand même, on voit se déplacer les systèmes, on imagine ce que ça peut être. Et il y a vraiment qu'à partir de 4-5 jours, qu'on pourra vraiment travailler sur la météo et savoir à quelle sauce on va être mangé. Il y a plutôt une autre question ici. Là, en bas, il faut regarder ici. En bas.
J'ai rapetissé un coup. Hein. Ouais. Est-ce que tu es triste de quitter ta femme et tes enfants? Alors, est-ce que je suis triste? C'est pas de la tristesse, c'est un moment d'émotion. Tu sais, en fait, je me suis préparé depuis très longtemps à faire ce Vendée Globe, donc partir le 10 novembre, et partir pour longtemps, pour au moins 80 jours. Donc je suis formaté pour ça, donc c'est pas un problème, il n'y a pas de... et puis mes enfants, ma famille, ils savent que je vais partir aussi, donc il n'y a pas de tristesse, c'est un moment fort, parce que effectivement je pars pour longtemps. Évidemment que sur la route, il va y avoir pas mal de dangers, de problèmes, il y a plein de choses que je ne sais pas encore, il y a plein d'aléas. Donc ce Vendée Globe, l'idée c'est d'essayer de combler les manques au niveau musculaire qu'on pourrait faire des entorses. Moi je l'ai connu déjà avec ce bateau-là, hein, c'est des bateaux qui sont très très raides, qui sont très très durs à mener. Et je me suis déjà cassé une jambe sur le bateau, fait une entorse, cassé 3 côtes. Donc c'est vrai que c'est des bateaux qui sont physiquement assez contraignants. La dernière question. Oui, je voulais te demander. Quand on écoute les médias, il y a des agricultures un peu partout. Est-ce que dans le Vendée Globe, est-ce qu'il y a des endroits qui craignent plus que d'autres? Alors je vais te répondre très simplement, les pirates sont plus malins que nous. Et ils vont des endroits à peu près tempérés où il fait bon vivre. Et donc on n'a aucune chance de rencontrer des pirates sur le Vendée Globe. Dernière question, Michel Cavaillès. Oui, ben, tu es le seul bateau méditerranéen, enfin parmi les Français. Est-ce que c'est pas un handicap d'être en Méditerranée alors que tous les autres sont à l'Orient, à la Forêt-Fouesnant ou à la Trinité, enfin quand on voit les flottes et les bateaux qui peuvent peut-être s'entraîner ensemble, est-ce que c'est pas un handicap d'être isolé? Enfin, pour nous, c'est que du bonheur que tu sois chez nous, hein. On ne va pas t'envoyer là-bas, mais... Et on te remercie d'être resté chez nous. On se demande. Non, c'est pas un handicap de s'entraîner en Méditerranée, bien au contraire, parce qu'en Méditerranée, on a la chance d'avoir des conditions très très variables. Finalement, on a toutes les conditions qu'on va rencontrer sur le tour du monde. Donc, on les a en Méditerranée, on a des coups de vent, on a de la mer forte, on a du vent instable, on a de la pétrole, on a tous les types de météo qu'on va rencontrer sur ce Vendée Globe. Ce qui est peut-être plus pénalisant, c'est de ne pas pouvoir s'entraîner et se comparer aux autres bateaux. Donc plutôt que de m'envoyer en Bretagne, moi je propose de faire venir des Bretons dans la baie d'Aigmont. Merci Tito, mais avant de se séparer, on va d'ailleurs pas se séparer tout de suite, j'ai 3 messages à vous faire passer. Un, c'est qu'on va se retrouver pour l'apéro, c'est l'heure. 2, c'est que Quito vient de sortir un livre qui s'appelle « Le plus grand navigateur de tous les temps ». Vous écrivez les temps comment? Ben, c'est les temps où il a commencé à naviguer. Voilà. Tu peux le faire passer, je vais le montrer à tout le monde comme ça. Voilà. Donc, le plus grand navigateur de tous les temps. Parce qu'il faut savoir que Quito a commencé à naviguer sur les temps qu'il faisait quelle taille, Quito? Oh, il devait faire 200 mètres sur 100, donc c'était vraiment un petit plan d'eau qui était dans la forêt, donc enfoncé dans la forêt, donc il n'y avait pas beaucoup. Bien, le dernier message, ce sera... Sur le Vendée Globe, sur la course elle-même, sur tous les concurrents, ce qui s'y passe. Et puis moi j'essaierai de me rendre disponible pour avoir une communication téléphonique, si possible une visioconférence par Skype. Aujourd'hui on est bardé de moyens de communication, de caméras, il y en a partout. Avant c'était simple, on avait des cordages, on avait un compas, une barre, on tirait sur les cordages, on faisait avancer les voiles et puis l'époque de la galère. Tandis qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a ces moyens à disposition, donc il faut en profiter. J'espère que vous serez très nombreux. J'espère que vous pouvez en parler autour de vous. Je crois que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait plus de monde, le plus possible de monde. Ici au Siquarium, tous les samedis, je sais qu'il y a de toute façon du monde parce que cet endroit est un endroit merveilleux. Bien, le dernier message, ce sera...